Il est exactement 18 h sur les antennes de Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. Ouverture des travaux de l'atelier d'information et de sensibilisation sur l'apatridie et la loi portant sur le statut de l'apatridie au Mali. L'apatridie est un phénomène qui permet à l'individu de réclamer ses droits à un État, la réalisation à la qualité de citoyen. Dans l'optique de vulgariser l'information sur le sujet, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, en collaboration avec ses partenaires, organise du 21 au 22 octobre 2025 un atelier pour parler de l'épineuse question de l'apatridie. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce mardi 21 octobre au Centre international de conférences de Bamako en présence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, ainsi que des organisations de la société civile. Je vous propose l'intervention de M. Mohamedou Kassogué, ministre de tutelle, au micro de Sadio Sidibé et Abdoulaye Diarra. Chères participantes, chers participants, distingués invités, tous pris en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, mesdames et messieurs. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de la cérémonie marquant l'ouverture des travaux de l'atelier d'information et de la sensibilisation sur l'apatridie et la loi portant sur le statut de l'apatride au Mali. Mesdames et messieurs, l'apatridie est la situation d'une personne qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant en application de sa législation. Définie comme telle, l'apatridie est un phénomène qui dénie à l'individu le droit de réclamer à un État la réalisation des droits liés à la qualité de citoyen. Ainsi, les personnes ou les groupes de personnes touchées par l'apatridie vivent au quotidien des situations discriminatoires qui les mettent dans bien des cas en marge de la société. En un mot, la vie d'un apatride est une vie émaillée d'atteintes aux droits de l'homme. Convaincus des conséquences dramatiques de ce phénomène, les autorités maliennes se sont attelées dès l'accession de notre pays à l'indépendance à l'adoption des mesures législatives et institutionnelles pour prévenir et lutter contre l'apatridie. La loi numéro 62-18 ANRM du 3 février 1962 a été adoptée dans cette logique. Cette loi renforce des mesures de protection contre l'apatridie pour tout enfant né au Mali de parents inconnus ou dont les parents sont apatrides ou sont dans l'impossibilité de transmettre une nationalité. La loi 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille a maintenu les mêmes mesures tout en interdisant la déchéance de la nationalité en cas de condamnation à une peine criminelle si cette déchéance a pour effet de rendre les naturalisés apatrides. Aussi, par la tenue de cet atelier, il s'agit d'impliquer les hauts responsables du district de Bamako afin de susciter une synergie d'action contre l'apatridie. Au cours de cette session, les interventions viseront à renforcer les capacités pour permettre aux participants d'identifier les causes de l'apatridie, les manifestations de l'apatridie, de connaître les conséquences de l'apatridie et de savoir détecter les cas d'apatridie. Outre les informations relatives à l'apatridie, les participants seront outillés pour appréhender les questions de nationalité en tant que solution curative à l'apatridie, les effets de l'octroi de la nationalité, les avantages pour les pays et les garanties pour la protection de l'intérêt national en cas d'octroi de la nationalité à des personnes étrangères ou apatrides. Mesdames et messieurs, je voudrais adresser mes vifs et sincères remerciements au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour son accompagnement constant dans le cadre de la lutte contre l'apatridie. À titre illustratif, je citerai le projet de facilitation d'accès à la nationalité pour des réfugiés venus de la Mauritanie, initié dans le cadre de la campagne I Belong. Ce projet, au départ qui ne concernait que la région de Caille, a étendu ses activités dans d'autres régions du pays pour faire face à l'une des conséquences les plus pernicieuses de la crise sécuritaire que traverse notre pays. Dans ces partenariats dynamiques, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a bénéficié de 2017 à nos jours, de la part du Haut Commissariat des Nations Unies, d'un appui financier évalué à 418 628 370 francs CFA afin de mener à bien son combat contre l'apatridie. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais souligner à l'attention de toutes les participantes et de tous les participants du présent atelier l'importance de cette session pour la mise en œuvre effective de la loi portant statut de l'apatride et l'impact positif qui en résulterait sur la situation des droits de l'homme dans notre pays.
Cet atelier constitue sans nul doute une belle opportunité pour vous outiller à intégrer des actions tendant à lutter contre l'apatridie dans votre travail au quotidien et surtout à relayer les informations qui vous seront transmises. C'est sur ces notes d'espoir que je déclare ouvert les travaux de l'atelier d'information et de sensibilisation sur l'apatridie et la loi portant statut de l'apatride au Mali. L'actualité nationale se poursuit en direct sur nos antennes. Les militants Ansar du comité de Faladja Solala ont rencontré le président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali à son domicile à Bankoni Djankinebougou, c'est en commune 1 du district de Bamako. Cette rencontre a pour objet de venir renouveler leur amour et engagement envers Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara en sa qualité de guide spirituel des Ansar. On en sait plus dans ses commentaires signés Kafouné Batili. Les militants Ansar du comité Faladja Solala, composés entre autres de femmes et d'hommes, ont été reçus au domicile du guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, dans la joie. Au cœur des échanges, des bénédictions sollicitées et formulées. La prestation des 6 serments d'allégeance de la Bayatul islamique était également au centre de cette rencontre entre guides et disciples. À travers cette visite de courtoisie et de reconnaissance, les engagements ont été renouvelés en face de Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Aussi, des mots de remerciement, de reconnaissance et de témoignages ont été évoqués sur la personne du guide spirituel des Ansar tout au long de l'assise. Quant au guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, en prenant la parole, il a affiché un sentiment de grande satisfaction par rapport à cette démarche de ces militants Ansar venus du comité de Faladja Solala. La délégation reçue a été vivement remerciée pour son engagement et sa détermination à défendre les idéaux de ce grand guerrier de la religion musulmane. Pour clore en beauté, des bénédictions ont été formulées. اللهم وصلنا ونصرنا وبحاجاتنا وفرجنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين يا فرد يا صوم للهوائج فرج الهموم واكشف الهموم واستر العيوب واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous restons avec la famille chérifienne, mais cette fois-ci en Europe, dans le cadre de sa tournée de sensibilisation pour la promotion d'un islam de paix et de tolérance en Italie. Madame Konaté Seyda Balakissa Haïdara, fille du guide spirituel des Ansar, a été chaleureusement accueillie par les militants et sympathisants Ansar de la ville de Milan. Cette visite s'inscrit dans la mouvance de la célébration du Mawlud Nabawi, édition 2025. Khadija Traoré. Les militants et sympathisants Ansar, fortement mobilisés, ont réservé un accueil triomphal à Madame Konaté Seyda Balakissa Haïdara, fille du président du Haut Conseil islamique du Mali et guide spirituel des Ansar. Cette tournée en Italie, placée sous le signe de la paix et de la fraternité, a été marquée par une grande ferveur et une mobilisation exceptionnelle de la communauté Ansar. La délégation qui accompagnait Madame Haïdara n'a pas caché son émotion et sa joie face à la chaleur et la sincérité de cet accueil. Ce jour a été également une occasion pour Madame Konaté Seyda Balakissa Haïdara de remercier les militants et sympathisants Ansar pour leur engagement constant et leur dévouement dans la voie d'Allah. Sans transition, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images.
L'aéroport international de Khartoum a été visé par une attaque de drone tôt ce mardi matin, ont indiqué des sources sécuritaires et des témoins. Cette offensive intervient alors que les autorités s'apprêtaient à relancer les vols domestiques suspendus depuis le début du conflit en avril 2023. Selon une source sécuritaire citée par Soudan Tribune, plusieurs drones ont été interceptés par les défenses anti-aériennes de l'armée soudanaise peu après 4 heures. Aucune information précise n'a été communiquée sur les dégâts éventuels. L'aéroport, gravement endommagé dès les premiers jours de la guerre, faisait l'objet de travaux de remise en état. Il avait été l'une des premières cibles des paramilitaires au début du conflit. Il s'agit de la 3e attaque par des drones contre la capitale en une semaine. La semaine précédente, 2 bases militaires situées dans le nord-ouest de Khartoum avaient été visées 2 jours d'affilée. Un responsable militaire avait alors assuré que la majorité des engins avaient été neutralisés. Amnesty International a publié un rapport qui accable les autorités de la Tanzanie. Selon les mouvements des droits de l'homme, les dirigeants tanzaniens auraient intensifié la répression à l'encontre de l'opposition, des journalistes, de la société civile et des défenseurs des droits humains. La note d'information indique que le pouvoir réprime la dissidence dans le cadre d'une stratégie délibérée visant à instaurer un climat de peur, à supprimer l'engagement civique à l'approche des élections générales du 29 octobre 2025. Le gouvernement de la présidente Samia Suluhu Hassan a réduit à néant les espoirs de réforme. Au contraire, sous sa direction, les autorités ont poursuivi et intensifié les pratiques répressives visant les dirigeants de l'opposition, la société civile, les journalistes et les voix dissidentes, notamment par des agressions, des arrestations arbitraires, des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées, sans que personne n'ait à rendre compte de ces actes. La Côte d'Ivoire aborde la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle prévue ce samedi 25 octobre. Près de 8,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leur chef de l'État. 5 candidats restent en course. Parmi eux, le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, 83 ans, qui sollicite un 4e mandat malgré les appels de l'opposition à un passage de relais politique. À Abidjan, la campagne s'intensifie. Jean-Luc Bilon, soutenu par la coalition CODE, multiplie les déplacements dans les quartiers populaires pour convaincre les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, restés sans consigne de vote après le rejet de la candidature de leur leader, Tidjane Thiam, par le Conseil constitutionnel. Face à lui, 3 autres figures d'opposition, Simone Eive Gabo, Awo Melo et Ariet Lagou, poursuivent leur tournée sans incident majeur, leur meeting n'étant pas concerné par l'interdiction de manifester décrétée depuis le début du mois. Au Cameroun, le président sortant Paul Biya a remporté la présidentielle selon les résultats provisoires. La Commission nationale de recensement général des votes, organe chargé de compiler les résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre conformément au texte du Conseil électoral, a annoncé tard lundi que Paul Biya, candidat du RDPC, arrive en tête avec 53,66% des suffrages exprimés. Il est suivi par Issa Chiruma Bakari, soutenu par la coalition Union pour le changement 2025 avec 35,19%. Cabral Libi obtient 3,41%, tandis que Bello Bouba recueille 2,45% des voix. Ces résultats provisoires sont issus de la compilation des procès-verbaux transmis par les 58 commissions départementales. Les 33 membres de la commission de recensement doivent désormais transmettre leurs rapports au Conseil constitutionnel qui est seul habilité à proclamer les résultats définitifs. Celui-ci rendra sa décision jeudi prochain après avoir statué sur les éventuels contentieux électoraux. Notons qu'aucun des candidats ayant participé à cette élection n'a introduit de recours auprès du Conseil constitutionnel. Josia Ossier du Social Democratic Front a annoncé le retrait de son recours lundi. Le Conseil constitutionnel devra ouvrir l'examen des requêtes post-électorales pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Chérif la télévision, la proximité dans la distance est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir.